Bonjour et bienvenue sur ce podcast Open Startup. Ici, vous retrouvez des histoires, parcours et galères de start-upers et également des échanges sur des thématiques bien précises comme cela va être le cas aujourd'hui avec l'entrepreneuriat au féminin. Si vous ne connaissez pas Open Startup, il s'agit à la base, dans le monde d'avant, d'un événement durant lequel les entreprises innovantes ouvrent leurs portes en même temps et dans toute la ville au grand public, aux curieux, aux étudiants ou encore aux talents à la recherche d'un emploi. Et croyez-moi, au vu du succès de la première édition, on a bien l'intention de revenir en force dans les prochains mois. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur, un partenaire technique pour les entrepreneurs, des grands passionnés d'innovation et à l'initiative de ce projet Open Startup. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Christine Pantex, directrice de l'incubateur Les Premières Nouvelle-Aquitaine depuis le démarrage en 2012. Christine nous présente cette structure d'accompagnement dédiée aux entrepreneurs et ses différents services. On parle aussi de la posture entrepreneuriale quand on est une femme, des préjugés et du sexisme auxquels les femmes font face dans notre société et des difficultés et des barrières encore trop nombreuses qui existent. Il y a aussi beaucoup de partage, de ressources et de conseils apportés par Christine, alors je vous souhaite sans plus attendre une bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Guillaume. Heureux de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravi de partager cette discussion à venir avec toi. On va parler aussi de l'accompagnement des premières, qui est un incubateur que tu diriges. Mais avant de parler de tout ça, je vais te demander, si tu le veux bien, de te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis la directrice des Premières, qui est une association régionale, mais je suis aussi fille d'un chef d'entreprise dans les matériels de travaux publics, donc secteur très masculin. Peut-être qu'on en reparlera. J'ai beaucoup travaillé dans l'accompagnement de projets, quels qu'ils soient. Et donc, j'en suis venue ensuite à accompagner plutôt des projets entrepreneuriaux. Et puis, je suis mariée et j'ai une fille de 15 ans. On a un petit point commun, Christine, c'est que toi comme moi, on a fait une expérience au Canada. Qu'est-ce que tu gardes de ton passage là-bas ? Beaucoup de choses, mais ce qui a un peu changé ma carrière ensuite, c'est que je me suis rendu compte là-bas que les femmes étaient quand même beaucoup moins attachées aux représentations qu'on peut avoir. De ce qu'on attend des femmes, etc., beaucoup plus proactives, beaucoup plus entreprenantes. Et en revenant en France, j'étais en charge d'une expérimentation pour accompagner des jeunes entrepreneurs des quartiers. Et on avait des promos d'entrepreneurs qui étaient très mixtes, hein, autant de femmes que de jeunes femmes que de jeunes hommes. Et ceux qui passaient à l'action, en fait, c'était les hommes. Et c'est là que en fait, je pense que j'ai été plus vigilante, justement, à cette façon qu'ont plus les femmes en France de s'attacher justement à ce qu'on attend d'elles, être un petit peu moins audacieuse, moins passer à l'action, etc. Et ça m'a vraiment choquée. Et je pense que si je n'étais pas passée par cette étape à Montréal, je m'en serais moins rendu compte. En tout cas, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de me dire, mais il y a des leviers, il y a plein de choses qui font que les filles peuvent y aller de façon plus audacieuse et puis vraiment passer à l'action, sortir un petit peu du carcan ou des représentations dans lesquelles on les met. Et à ce moment-là, il se trouve que la présidente fondatrice des Pionnières, c'est comme ça que s'appelaient les Premières au début, était en train de lancer l'incubateur à Bordeaux, et j'ai entendu parler du poste qui s'ouvrait et je me suis dit chouette, c'est bon, je vais avoir les outils et surtout je vais pouvoir dédier mon action à ces femmes pour qu'elles entreprennent plus, puisqu'il y a quand même vraiment une sous-représentation des femmes dans l'entrepreneuriat. On décolle
assez peu des 30% de femmes parmi les créateurs d'entreprises. Et puis dès qu'on parle de femmes dans la tech, femmes avec des entreprises qui recrutent des salariés ou des entreprises innovantes, là les stats baissent et voire même descendent à 10% seulement de représentation des femmes. Donc il y a encore du boulot. Ok, c'est assez alarmant, c'est vrai, les chiffres. Et en plus, j'imagine que ça fait longtemps maintenant qu'avec les premières, vous scrutez un petit peu ces chiffres et tu nous diras si ça a évolué ou au contraire ça stagne un petit peu. Tu as commencé à parler de ta rencontre avec la présidente des pionnières et donc le démarrage de l'incubateur ici à Bordeaux. Justement, cet incubateur, les premières Nouvelle-Aquitaine, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous raconter votre action au quotidien, les services que vous proposez, etc. Oui, oui, oui. Alors c'est une association qui existe depuis fin 2011. On a vraiment démarré en 2012 à Bordeaux, mais on est issu, en tout cas, on fait partie d'un réseau d'incubateurs comme le nôtre, qui est un réseau national qui s'appelle Les Premières. Et on a démarré avec vraiment cette volonté d'accompagner des femmes avec des projets innovants et des projets à potentiel de création d'emplois sur le territoire. C'est là où est vraiment notre positionnement depuis toujours, avec la volonté qu'il y ait plus de femmes à la tête de boîtes qui créent de l'emploi et des entreprises innovantes. On s'est rendu compte quand même assez rapidement qu'on ne pouvait pas déployer les programmes d'accompagnement qui avaient été développés à Paris tels quels à Bordeaux, parce qu'il fallait déjà faire pas mal alors c'est pas de l'évangélisation, mais en tout cas, il fallait vraiment passer du temps pour éveiller des vocations d'entrepreneurs et puis tout simplement dire aux jeunes femmes, aux femmes en reconversion, etc. Mais la création de votre entreprise avec vos valeurs, votre façon de voir, etc. est aussi une option qui est tout à fait imaginable et plein de femmes se sont lancées, des femmes qui ont des super parcours et des parcours très diversifiés. Donc on a passé beaucoup de temps à animer des conférences, des tables rondes où on faisait témoigner des femmes, etc. et à développer des parcours d'accompagnement, plutôt des formations, enfin des temps assez courts pour des porteuses d'idées, des femmes qui envisagent la création d'entreprise mais qui ne sont pas du tout sûres et d'avoir les épaules ou la personnalité ou les compétences parfois pour créer une entreprise et puis aussi pour démystifier un peu ce qu'est la création d'entreprise. Donc notre parcours et notre périmètre est structuré et densifié depuis 2012. Et aujourd'hui, on va dire grosso modo qu'on a 3 parcours d'accompagnement labellisés les premières. Un premier parcours vraiment pour des porteuses d'idées. Alors c'est 2 ou 3 jours de formation où on va permettre aux participants d'identifier leur profil entrepreneurial. En gros, qu'est-ce qui les fait vibrer dans cette envie de créer une entreprise ou de créer leur activité. Et puis, on va aborder ce que souvent on ne connaît pas quand on n'a pas créé son activité, c'est qu'est-ce que c'est un modèle économique, le business model. Donc en gros, toutes les briques du projet qui vont faire qu'à un moment, on peut gagner de l'argent avec le projet. Donc ça, c'est vraiment pour des porteuses d'idées. Il n'y a aucun prérequis à part avoir envie d'entreprendre et une petite idée quand même pour pouvoir bosser un peu dessus pendant les 2 ou 3 jours. Et ça permet à l'issue de la formation avec d'autres porteuses d'idées, c'est ça qui est bien aussi, c'est les échanges et l'émulation, de se dire ok, j'y vais, je sens que ce tempérament d'entrepreneur, je l'ai, j'ai envie de continuer dans un projet et vraiment de construire plus la partie économique du projet, ou ok, j'ai envie, mais c'est pas le bon moment, où il faudrait que je reprenne une formation, j'ai pas assez d'argent, d'apport personnel pour pouvoir me lancer. Ou ça arrive aussi, ah ben non, en fait, j'imaginais pas du tout que c'était ça, entreprendre, et je préfère repartir vers un emploi salarié. Ça, c'est la toute première phase. Donc un vrai laboratoire révélateur un petit peu pour savoir si oui ou non. Ouais. Et ça nous a permis, et ça permet aux entrepreneurs qui participent de gagner du temps.
et de gagner de l'argent parce que en fait on a créé ces parcours Start parce que c'est arrivé parfois qu'au bout d'1 an ou 1 an et demi de projet, certaines entrepreneurs finissent avec un business plan qui, sur le papier, a l'air de bien tenir la route. Sauf qu'elle passait pas à l'action de la création parce qu'il y avait un frein personnel profond, pas d'envie ancrée si profondément que ça, et puis beaucoup de peur. Donc là, on évacue tout ça très très rapidement. Enfin, on évacue rapidement, façon de parler, mais en tout cas, on l'aborde très rapidement. Et ça permet à certaines du coup d'embrayer sur le vrai parcours d'accompagnement sur le projet, donc qu'on appelle le Go, où là c'est un accompagnement de plusieurs mois. On a évidemment un cadre avec des rendez-vous individuels, un parcours d'atelier en collectif, beaucoup de mise en réseau qualifiée avec des personnes qui vont vraiment pouvoir contribuer à l'avancée du projet. Donc on a un cadre. Grosso modo, le cadre, c'est 6 mois d'accompagnement avec ce mix. Mais on fait beaucoup dans la dentelle. Aux grandes dames de l'équipe d'accompagnement, on sort quand même souvent du cadre pour faire du sur-mesure parce qu'à tout entrepreneur, tout projet, finalement des histoires différentes et des entreprises différentes. Donc c'est important aussi Pour nous, ce qui est important, c'est, comme tu l'as dit, révéler un peu l'entrepreneur qui est en chacune de nous ou pas, et on se dit peut-être que ce premier projet, c'est pas le projet de la vie, c'est pas celui-là qui va permettre de créer de l'emploi, etc. Mais en tout cas, si le tempérament d'entrepreneur est là, il y aura d'autres projets, ce sera une expérience, et on aura peut-être une serial entrepreneur en devenir, mais c'est ça qui est important en fait, c'est plus la personne que le projet économique en tant que tel, même si in fine, il faut évidemment pouvoir gagner de l'argent, se rémunérer dans un délai correct, et puis évidemment pouvoir à terme, si le projet le permet, rémunérer une équipe, ça c'est l'idéal. Top. J'ai forcément encore plein de questions sur tout ce que tu viens de dire. En plus, c'est normal, on est au début de la discussion. Sur l'aspect plus personne éligible, donc on l'a dit, c'est à toute personne qui a une idée, quelle qu'elle soit, en tout début d'idée ou un peu plus avancée. Ouais. Juste pour donner une information aussi, je sais que les premières, donc là aujourd'hui je discute avec toi qui est à Bordeaux, mais c'est aussi un réseau, tu l'as dit dans ton introduction, qui est partout en France, donc toute personne qui pourra écouter, qui n'est pas forcément à Bordeaux, peut essayer de trouver un réseau, les premières dans sa région, sachant qu'il y a aussi des antennes beaucoup plus locales. Est-ce que tu veux nous parler à la fois de l'éligibilité, enfin les personnes éligibles, parce qu'on n'a pas encore parlé aussi des équipes mixtes, et aussi peut-être de la déclinaison en région? Oui, alors, en fait, il y a 3 programmes labellisés, qui existent sur tous les incubateurs, partout en France. Et donc on peut les retrouver sur le site de la fédération, lespremières.com. Donc Start, Go dont j'ai parlé, et le Boost qui est l'accompagnement au lancement et au développement des entreprises, ça on peut les retrouver quasi identiques sur tous les territoires. Le Start, il n'y a pas de prérequis à part avoir envie d'entreprendre et une petite idée quand même pour pouvoir bosser dessus pendant les 2 jours. Le Go, c'est pour des projets innovants et des projets à potentiel de création d'emplois. Ça, c'est vraiment le positionnement des premières, en fait. On a à cœur d'accompagner des projets d'envergure et des projets ambitieux, puisque c'est sur cette typologie d'entreprise que les femmes sont encore moins présentes. Si quelqu'un est juste en freelance ou a juste vocation à avoir une activité d'indépendant, ça rentre moins dans le cadre, dans ce cas-là, de l'accompagnement? Oui, il y a beaucoup de structures d'accompagnement, surtout sur la métropole de Bordeaux, et pas mal de possibilités pour des femmes qui voudraient, oui, créer leur propre emploi. Et donc, nous, on reste sur notre positionnement aussi parce que, peut-être qu'on en parlera après, du modèle économique des premières, mais les financements qu'on a nous permettent d'accompagner un nombre quand même assez réduit de projets. Sur Bordeaux Métropole, c'est une vingtaine de nouveaux projets par an, donc on sélectionne vraiment sur la base des critères qui sont propres aux incubateurs les premières. Et ensuite, sur la phase Boost,
historiquement, on accompagnait plutôt des entrepreneurs qu'on avait accompagnés en Go, mais de plus en plus, là, c'est des programmes qui désormais sont finançables par le CPF, compte personnel de formation, et du coup, on peut accompagner plus d'entrepreneurs qu'initialement, mais on veut vraiment continuer à accompagner des projets qui sont créateurs d'emplois Top. et assez différenciants. Et en région, on fait beaucoup plus de sur-mesure. L'idéal, ça serait vraiment pour nous de pouvoir déployer tout notre panel de programmes labellisés sur la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas surtout sur les zones où pour le coup il n'y a aucune offre spécifique pour les femmes. Mais on est aussi sollicité par des collectivités avec lesquelles on déploie des programmes sur mesure qui répondent vraiment aux besoins du territoire. Et par exemple, on a travaillé beaucoup l'année dernière avec le conseil départemental de la Dordogne et de nombreux partenaires sur place pour un programme qui s'appelle Entreprendre et innover en Périgord, qui va être reconduit en 2021. Là, on travaille beaucoup aussi avec le Grand Angoulême, et notamment pour un programme qui va s'adresser à des femmes dans les industries culturelles et créatives, et dans le cadre d'un programme qui s'appelle WOMARTS. Donc là, on fait vraiment du sur-mesure. Évidemment, on utilise toute notre expérience pour les aider vers cette cible femme entrepreneur, mais on s'inspire aussi beaucoup de ce que font déjà les partenaires sur place dans des secteurs d'activité qui sont un petit peu moins les nôtres. Super, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, moi, chez vous. Je sais que vous êtes très ouvert sur l'extérieur et notamment, bah, là, tu l'as parlé, vous travaillez beaucoup avec les collectivités publiques, les territoires, mais je sais que vous n'avez pas de barrière, en fait. Vous travaillez aussi avec beaucoup d'autres incubateurs. Je sais qu'il y a des liens très forts avec le réseau. Alors, le campement, c'est tout à fait normal, mais la ruche aussi, avec lequel vous partagez certains programmes. Notamment, tu pourras peut-être en parler. Je sais qu'il y en a certains qui arrivent. Et je sais aussi avec la French Tech, on en avait parlé avec Philippe dans l'un des premiers épisodes du programme French Tech Tremplin, et vous en faites partie aussi. Il y a un ou deux programmes comme ça qui vont arriver dans l'année, ou des temps forts que tu as envie de nous partager ou de nous présenter? Alors là, tu évoquais la French Tech, le deuxième volet de French Tech Tremplin va démarrer, là, on est en janvier, donc ça démarre, et nous, on est ravis parce qu'on peut continuer l'aventure. On est un des incubateurs labellisés. On va accompagner 3 entrepreneurs dans ce cadre-là, dans l'incubateur. Et tu parlais du campement, il y a également une femme entrepreneur qui va pouvoir être accompagnée par le campement. Mais on est nombreux, enfin, il y a 12 lauréats dans ce programme, donc il y a Techno West, avec la ruche d'ailleurs, et il y a le SPN, etc., qui sur la région vont aussi accompagner des projets. Et donc on va travailler ensemble, puisque évidemment on va essayer de mutualiser un certain nombre de choses. Et avec la ruche, depuis déjà 2 ans, depuis 2019, et on va relancer en 2021 les We Days. Donc c'est des journées pour les femmes entrepreneurs. Donc oui, comme oui, nous, mais aussi comme Women Entrepreneurs, donc les journées des femmes entrepreneurs. Et ça, c'est en partenariat avec plus d'une trentaine de structures d'accompagnement, de financement sur la métropole de Bordeaux, mais aussi l'ambition, c'est vraiment de pouvoir toucher toute la Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, c'est de valoriser des beaux parcours entrepreneuriaux de femmes, que ces structures d'accompagnement, de financement valorisent aussi des femmes qu'elles ont accompagnées, toujours pour éveiller plus de vocations d'entrepreneurs, mais aussi mutualiser beaucoup plus, avoir des messages convergents entre opérateurs économiques, et puis nous aussi identifier de plus en plus de femmes qui témoignent, etc. Parce qu'en fait, on manque de rôle modèle, et il faut absolument que les femmes qui ont envie de se lancer puissent s'identifier à des femmes qui leur ressemblent, et donc partout sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et donc ça a bien marché.
imaginé ça avec Nathalie Leroux, qui est la directrice de la Ruche Bordeaux, avec vraiment cette volonté de faire contribuer un maximum de partenaires. Et on est co-porteur, du coup, avec tous ces partenaires locaux de ce label We Days. Et en 2021, donc ce sera toujours en juin, et on va faire un mix présentiel digital, puisque l'édition 2020 a été 100% digitale du fait du contexte du moment. Donc là, on va faire présentiel et digital parce que ça a bien marché. Ça a rendu accessible tous les ateliers, workshops, réunions d'information, webinaires, etc., y compris en ruralité ou dans les quartiers politiques de la ville, etc. Donc c'était un super atout pour la deuxième édition. Génial. Donc ce sera en juin. Top. Je m'arrête plus quand. Non, mais à noter. Écoute, je partagerai aussi les informations de tout ça, évidemment. Et c'est top que il y ait ce type d'atelier qui puisse, comme tu le dis, grâce au digital, au final, grâce au contexte, il n'y avait pas eu que des mauvaises choses, il y a eu aussi des bonnes choses. Ça a permis de déployer plus largement ces messages-là. Et bref, je trouve ça vraiment bien qu'on puisse s'adapter et partager ces infos. Changer, il n'y a pas une énorme transition dans ma prochaine question, mais toi qui es au contact de ces entrepreneurs, qu'est-ce qui différencie pour toi une entrepreneur d'un entrepreneur? Alors, ce qui différencie, toute personne étant, différente on va dire que la grosse question, ce qui rejoint la plupart, des entrepreneurs qui viennent nous voir et qui viennent dans une structure d'accompagnement spécifique aux femmes, c'est, la question de la confiance, enfin plutôt du manque de confiance en soi ou sa capacité à porter un projet et un projet ambitieux, et la question de la légitimité à porter ce projet innovant et ambitieux. Donc ça, c'est vraiment ce qui rejoint toutes les entrepreneurs qu'on accompagne, et elles viennent chercher chez nous, je pense, en plus de l'accompagnement évidemment technique projet, un espace où elles vont pouvoir un peu mettre sur la table tous les questionnements qu'elles ont de façon très transparente et ouverte, et s'inspirer de l'assertivité et de l'ambition aussi qu'ont les autres entrepreneurs qu'elles peuvent rencontrer dans le réseau. Et elles viennent chercher évidemment les ateliers qu'on propose aussi sur gagner en confiance, le leadership au féminin. Euh, euh, voilà, donc c'est peut-être ça. Et Le c'est le leadership fait. au féminin, je te coupe, ça veut dire quoi le leadership au féminin? Alors le leadership, c'est cette capacité qu'a chacun de fédérer autour de soi des partenaires, des équipes, etc. Leadership au féminin, déjà, il y a cette question de confiance et de se dire je suis légitime et c'est mon rôle et ma mission de prendre des décisions, d'emporter avec moi l'équipe, les partenaires, etc. Et ça passe souvent dans nos formations par un petit constat sur aujourd'hui, il y a un certain nombre de représentations sur la place des femmes, leur rôle, leur façon de faire, etc. Il faut en être consciente pour pouvoir briser ces représentations et ne pas repartir dans les mêmes travers et que les choses changent. Donc leadership au féminin, c'est déjà ce constat, et puis après se rendre compte qu'on peut très bien, qu'on n'est pas obligé de reproduire ce que font les hommes pour être un bon leader. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis. Et ce qui est par contre assez fou, c'est que même si j'imagine certaines femmes ont quand même cette confiance-là ou l'ont acquise et ont réussi à avoir cette posture, en tout cas d'entrepreneur, c'est que même en ayant fait ce chemin-là, elles peuvent se retrouver face à des préjugés et un sexisme dans le monde du travail qui est toujours assez présent. Euh, ça serait quoi des clés ou des premiers conseils pour faire face justement à ces préjugés et ce sexisme assez ordinaire qu'il y a dans le monde du travail?
Alors, déjà, en être consciente permet de ne pas se laisser déstabiliser dans des situations, surtout des situations, par exemple, où il y a un enjeu financier ou autre. Donc, se dire qu'on peut avoir des questions qui sont complètement déplacées permet de se préparer à y répondre. Et une des clés, je pense, c'est de ne pas laisser passer justement des commentaires ou des questions un petit peu déplacées pour éviter d'abord que ça arrive à une autre entrepreneur qui pourrait arriver ensuite, mais surtout pour que les gens se rendent compte qu'on est dans de la reproduction de représentations qui sont complètement surannées aujourd'hui et voilà, donc cette prise de conscience, ne pas laisser passer, réagir avec humour aussi, je pense que ça c'est important parce que quand on s'énerve, parfois on retombe dans le cliché de ah oui, ok, la femme hystérique, etc. Alors qu'on peut dire les choses de façon très douce et avec humour, et c'est au contraire comme ça que les personnes qui auraient encore un certain nombre de préjugés vont se dire ah non, c'est vrai, je peux pas me permettre de redire telle ou telle chose. Bon, je sais pas si ça répond à ta question, c'est juste un Si, petit. si, si, et puis je pense que ça pourrait être le sujet carrément d'un atelier entier, ce genre ou d'une table ronde entière. Donc, enfin, mais les premiers éléments, je pense, sont là. En tout cas, comme tu le dis, de pas laisser passer une petite phrase ou quelque chose. Je me souviens que tu m'avais partagé aussi en off que voilà, une femme avait déjà reçu une remarque en disant, enfin sur son physique aussi, en plein moment de négociation, et que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas laisser passer, parce que si on le laisse passer là, ça veut dire que entre guillemets on le cautionne, on le valide, et Oui. parfois ça doit être par contre très très délicat de prendre position, parce que ça peut briser une opportunité ou pas. Donc c'est vrai que ça doit mettre dans des situations parfois inconfortables. Mais je sais que, en tout cas, durant les We Days, probablement, il y aura certainement ce genre de discussions qui seront amenées. Toi qui fais de l'accompagnement, voilà, depuis maintenant plusieurs années, qu'est-ce que tu as remarqué comme changement sur les dernières années, à la fois sur ben, peut-être ces différents éléments de posture et d'engagement, mais peut-être aussi générationnellement, qu'est-ce qui diffère des femmes qui entreprenaient il y a 10 ans et des femmes qui entreprennent aujourd'hui? Voilà, j'aimerais bien ton retour d'expérience sur un petit historique, on va dire, et les dernières évolutions. Alors, déjà, il y a beaucoup plus de femmes, qui voient la création d'entreprise comme une, réelle opportunité, donc moins de, parmi tous nos contacts, moins de femmes qui voient la création d'entreprise par défaut, mais plus de femmes qui sont vraiment engagées et qui ont vraiment envie d'un projet, plus porteur de sens, qui corresponde à leurs valeurs et où elles envisagent, plus facilement d'avoir une équipe ou de travailler avec d'autres personnes. Alors sur la question des jeunes femmes, un peu naïvement, à un moment, je me suis dit: «Waouh, ça change, c'est super, les filles se sentent vraiment sur un pied d'égalité. Bientôt, il y aura plus cette question de la sous-représentation parce que». Et en fait, je me rends compte que c'était assez naïf comme emballement, parce qu'on voit bien, par exemple, il y a des programmes d'accompagnement, enfin des programmes de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les étudiants, notamment le programme Pépite. Il y a toujours une sous-représentation des filles dans les programmes Pépites. C'est-à-dire que, à l'issue du programme, je pense qu'il y a quand même une relative mixité dans celles qui vont monter un projet fictif, en tout cas sur travailler sur un projet entrepreneurial, et cetera. Il doit y avoir une certaine mixité dans les promos. En revanche, celles qui, à la fin de leurs études, décident de se lancer, et donc vont demander peut-être le statut étudiant entrepreneur ou autre, il y a beaucoup moins de filles encore, et
c'est un quart de filles pour trois quarts de jeunes hommes. Donc ça reste quand même très très étonnant. Et ça bouge assez peu. Nous, on s'était dit, bon, quand on a démarré en 2012, moi j'aimais bien dire, oui, dans 5 ans, si l'association est dissoute parce qu'on n'a plus, enfin, notre mission n'a plus de sens, ce sera tant mieux. Bon, bah, c'était c'était il y a presque 10 ans, et finalement, ça change assez peu. On l'explique ça, il y a des études, il y a quelque chose qui... On sait, c'est structurel, c'est C'est culturel, c'est... structurel, c'est culturel, c'est lié à l'éducation, et du coup, c'est encore malgré tout le jeu d'une génération. Peut-être que la génération prochaine, ça va vraiment changer, parce que malgré tout, on voit que les chiffres s'améliorent quand même. C'est juste que c'est lent. Je sais Mhm. plus, je crois que c'était à BioBoss, un des intervenants avait cité une étude du Boston Consulting Group disant que si on continuait sur au même rythme qu'aujourd'hui, sans avoir d'action spécifique pour les femmes entrepreneurs, dans 90 ans, enfin, on arriverait à la mixité dans l'entrepreneuriat dans 90 ans. C'était un peu déprimant, mais bon. Ouais. Donc vous avez encore du boulot. On a encore du boulot. Malgré tout, les projets portés par des femmes, j'ai l'impression, gagnent quand même un peu en envergure. Et ce qui est très chouette, c'est que on a quand même de plus en plus de projets très engagés dans le développement durable, etc. Ça, sur le type de projet, par contre, ça, je trouve que ça change beaucoup. Alors, peut-être parce que c'est notre positionnement aussi, mais moins de conseils, enfin de projets de faire du conseil, d'être consultante, etc. Et beaucoup plus de projets d'envergure, collectifs, avec un réel engagement, développement durable ou projet d'innovation sociale, etc. Ou tech. Oui, oui, parce qu'en plus là, depuis qu'on a parlé, on n'a pas parlé spécifiquement des projets tech, mais souvent, malheureusement, c'est aussi dans ce domaine-là et dans ce secteur-là où les chiffres baissent encore un peu plus. Il y a encore une sous-représentation et un manque de rôle modèle sur la sphère tech, startup, parce que bon, on l'a pas dit aussi clairement, mais les premières accompagnent tout type de projet. Pas besoin d'avoir un projet de start-up technologique. Si le projet est innovant, soit socialement ou voilà sur les aspects, comme tu le disais, environnementaux, ben c'est aussi des projets qui sont acceptés. Mais bon, sur la tech, il y a encore du chemin à faire et tu parlais de rôle modèle. Je pense en effet que c'est déjà une première chose qui va permettre d'ouvrir un petit peu le champ des possibles aussi pour certaines jeunes filles qui ont pas quelqu'un à qui se référer. Donc bref, il y a du chemin là-dessus. Peut-être que tu veux rebondir là-dessus, hein. Oui, parce que pour la tech, on voit bien que le frein majeur, c'est il y a de moins en moins de filles. Enfin, alors ça dépend des filières, mais il y a quand même très peu de filles qui s'engagent dans des filières techniques et technologiques. Et pour ensuite avoir l'idée et l'envie de créer une start-up dans la tech, si on n'a pas du tout ce background technique ou ce profil ingénieur ou autre, ou cette appétence pour la tech, c'est clair que on peut pas se lancer. Donc là, ça s'était amélioré, et on se rend bien compte que dans certaines filières techniques, mais il y a à nouveau des promos où il y a 2 ou 3 filles sur 30 futurs ingénieurs, par exemple. Ça, c'est un vrai recul et un enjeu qui est énorme. Et tant qu'on n'aura pas réussi à attirer plus de filles sur ces filières techniques, ben, in fine, on aura un petit peu plus de mal aussi à les voir fondatrices ou cofondatrices de boîtes dans la tech. Oui, et en plus, c'est qu'une seule partie du problème, j'ai envie de dire, parce que au final, peu importe si on a un background technique ou pas. C'est-à-dire que moi, parfois, je prends un exemple un peu gros, mais c'est Elon Musk, il n'avait pas un background de constructeur de fusée
se lancer là-dedans. Donc, il s'est juste bien entouré et après, il a ce leadership et ce côté fédérateur qui va permettre justement d'attirer des talents autour de lui. D'ailleurs, il me semble que c'est chez Tesla, il a nommé à la tête de l'entreprise une femme. Alors là, j'ai pas son nom, mais si je le retrouve, je le partagerai aussi dans les notes. Mais sur la question de la légitimité, comme les femmes sont souvent très... Enfin, elles ont besoin de prouver plus que les hommes qu'elles sont légitimes, compétentes, etc., etc. Et la question du diplôme et de la légitimité par rapport à un projet euh, se pose plus fortement, je pense, que chez les hommes. Oui, est-ce que c'est elles qui ont besoin de se prouver ou c'est un peu le système aussi qui veut ça, Bah, les c'est-à-dire que deux. les financeurs, les personnes qui sont jurys dans des incubateurs, alors pas chez vous forcément, mais vont pas avoir un biais, même parfois implicite, en disant ah mais c'est une femme, elle a pas tel diplôme, donc c'est pas possible. Alors que peut-être qu'ils auraient pas le même réflexe si ça avait été un homme, où ils diraient ah ok, il a pas de diplôme, mais il prend des risques entre Ouais, guillemets, donc on exactement. peut le suivre. Ouais, ben oui, c'est un peu des c'est vrai que les représentations et les façons de faire qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui sont un peu en train de changer, mais c'est pareil, ça va pas très vite, font que du coup les femmes se sentent aussi obligées d'en faire plus. Donc c'est un peu le cercle vicieux en fait. On a ouais. Ok. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès de justement des investisseurs, des membres de comités, etc. Parce que souvent ils s'en rendent pas compte Mm. et ils se rendent pas compte de l'effet induit de certains modes de questionnement, etc. Et ils font juste comme ils font depuis 20 ou 30 ans et Mm. sans y voir le problème. Mm. Je sais que sur ces sujets-là aussi, chez les bailleurs de fonds, chez les différents investisseurs, il y a de plus en plus aussi de femmes Mm, qui arrivent, donc c'est une très belle mm. chose aussi. Parce que en plus, l'accès au financement, c'est un des sujets assez phares pour le développement des entreprises portées par des femmes, Mm. ou en tout cas où il y a des bloquants. En tout cas, pour revenir sur le sujet d'éveiller les consciences, j'espère qu'à tout petit niveau, avec cet échange, on arrivera aussi à amener des petits déclics et des petits sujets. On va tranquillement terminer. Il y a un sujet qui est important. Quand on est un homme, oui, mais quand on est une femme, j'ai l'impression 2 fois plus. C'est le fameux équilibre vie perso, vie pro. Souvent, le modèle dominant dans nos sociétés pour le cadre familial, on va dire, c'est souvent les femmes qui ont à charge aussi des enfants, par exemple. Quel impact ça a dans le développement d'une entreprise, toi qui le vois de près, avec les projets que tu accompagnes? Ça a un impact, assez fort, hein. On parle souvent de la charge mentale, des femmes et c'est vrai que quand il faut à la fois, penser à sa boîte, et en plus penser au rendez-vous, chez le médecin, aller chercher, ça démultiplie, le la charge du cerveau. En fait, c'est bon, ça reste un sujet, mais il faut pas non plus se dire que c'est le sujet principal. En Les femmes sont souvent hyper bien organisées. C'est vrai que le constat que j'ai pu faire avec certaines entrepreneurs qui étaient précédemment cadres dans des grosses boîtes avec des grosses journées de travail, etc. Donc elles subissaient un peu des journées à rallonge, mais elles arrivaient à très bien s'organiser et bon, voilà, de toute façon, elles ne pouvaient pas faire autrement. À partir du moment où c'est leur propre projet, elles s'autorisent parfois un petit peu moins à donner moins de temps à la famille ou aux enfants, ou en tout cas, voilà, est-ce qu'il n'y ait pas un réel équilibre entre les deux. Pourtant, nous, on leur dit, mais tu sais, si tu laisses ton enfant à la crèche jusque 18h et que tu vas pas le récupérer à 16h30, ça va pas fondamentalement changer sa vie, surtout si elle le prend
si elle le prend comme une contrainte forte. L'entrepreneuriat, ça donne aussi beaucoup plus de flexibilité. L'entrepreneuriat, c'est aussi des responsabilités, mais c'est aussi s'octroyer une forme de liberté. C'est-à-dire que Exactement. quand on est entrepreneur, on n'a pas de patron, on est son propre patron, donc on peut organiser son temps comme on le veut. Et si on a envie de prendre son vendredi pour être avec son enfant, mais travailler tout le dimanche, bah, c'est à nous de voir. Donc, Exactement. Et ça, parfois, elles ne l'envisagent pas comme ça, mais elles se rendent vite compte que c'est un sacré atout, finalement, par rapport à toutes les expériences professionnelles qu'elles ont pu avoir précédemment, c'est qu'elles s'organisent comme elles veulent. Donc, entre la représentation qu'on peut avoir et puis la réalité, en effet, on s'organise comme on veut. Mais le constat aujourd'hui, c'est quand même, là on l'a vu avec la continuité pédagogique pendant le confinement, on a bien vu, nous, que la majorité des entrepreneurs qui étaient en lancement d'activité ont eu à charge la continuité pédagogique quand elles avaient un conjoint qui était salarié ou même qui était lui-même entrepreneur. Et on en a même vu à Darwin où on savait que c'était des couples et on voyait l'homme de la maison qui était là, qui bossait, alors que sa conjointe, qui était aussi en lancement de projet, elle était à la maison, elle s'occupait des enfants. Bref, c'est un sujet complexe, de toute façon. ouais. Non, mais le but, c'était pas d'avoir une réponse et la réponse magique. De toute façon, je pense que, puis après, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque couple, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi, certes, les femmes doivent faire un travail sur leur posture et les barrières mentales, mais il y a aussi un gros travail de la part des hommes qui est de prendre conscience de tout ça et d'aller dans ce sens-là. Donc, bref, Exactement. pour ma part, j'essaye de faire le max. Oui, il faut absolument que les hommes agissent et puis à contrario, on l'avait évoqué, hein, mais un homme qui demande un congé parental dans sa boîte et qui se le voit refuser ou un peu raillé parce que c'est pas normal non plus. Tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il veut sans qu'il y ait des représentations ou des attentes particulières liées au genre. Bon, ça c'est ce à quoi nous luttons tous les jours. Ouais, il y a eu une petite avancée, on peut s'en féliciter, il y a quelque temps là-dessus sur les congés parentaux, mais bon, en effet, il y a encore du chemin à faire et Au Québec, par exemple, oui, on partage exactement. équitablement 1 an de congés enfin, on s'organise comme on veut et il y a énormément d'hommes au Québec qui au moins font 6 mois, voire même parfois prennent les 1 an de congé parental et c'est très bien vu. Enfin, Carrément. Et puis, enfin, en plus, enfin, alors moi j'en parle très très librement, mais j'ai pris 1 mois le premier mois et franchement c'était du pur bonheur. Enfin, et puis surtout sur les premiers mois. Bon, on va pas rentrer dans un sujet de podcast parentalité, mais mais c'est un sujet important. Une de mes dernières questions. Est-ce que tu as on a parlé plutôt de rôle modèle. Est-ce que tu as des profils à nous recommander ou des entreprises portées par des femmes sans rentrer dans un énorme détail de toutes les présenter, mais que tu as envie de nommer, de mettre en lumière là pour terminer? Oui, alors, bon, je parle souvent d'Emmanuelle Gras et Marion Perret de Dipongo parce qu'elles ont eu de nombreux prix et puis, pour le coup, elles ont lancé une application, pour, développer la créativité des enfants. Donc à la fois le la start-up en elle-même et le profil des 2 entrepreneurs est chouette. Ouais, j'ai énormément envie de les avoir. En plus, ça fait la deuxième fois qu'on parle d'elles sur ce podcast. On avait déjà parlé avec Aurore Winsrich sur Ah oui. l'épisode sur les RP. Donc, faut vraiment que je les contacte. Et puis, en effet, c'est un super projet. Et je crois qu'il y a quasiment 100% de femmes au sein de leur entreprise. Donc, bref, ce serait assez un sujet dans la continuité de celui-ci à évoquer avec elles.
Ensuite parmi les premières, là, on a intégré depuis, assez peu de temps, une équipe de médecins qui lance une application pour, informer, sensibiliser et peut-être à terme, permettre de faire rentrer dans un parcours, de soins, tout ce qui a trait à l'endométriose et surtout vraiment informer, un maximum les femmes qui souffrent d'endométriose puisque, je crois qu'il faut 7 ans pour qu'un diagnostic soit posé. Donc c'est chouette parce que c'est deux médecins qui lancent ça. Et elles vont lancer la première version de l'appli très prochainement. Donc ça serait bien qu'un maximum de femmes testent aussi pour pouvoir faire des retours utilisateurs assez rapidement. Tu peux peut-être nous donner le nom du projet ou le nom Ah des oui, pardon, entrepreneurs? c'est Easy Endo. Ok, Easy Endo, Marie Secarelli et Elodie Hainaut. super. Ensuite, alors rien à voir, elles sont très, très chouettes. Sarah Boyel-Dieu et Eugénia Demestre ont ouvert près de la place de la Victoire un studio céramique. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on part d'une activité plutôt artisanale ou loisir créatif, mais elles en ont fait un projet vraiment d'envergure, très innovant, très ambitieux. Et elles ont donc un espace rue du Mirail où on peut tester toutes sortes de techniques de céramique, mais elles vont aussi organiser des événements et elles ont vraiment l'ambition de pouvoir ouvrir différents lieux. Donc c'est une façon de voir une activité qui est plutôt traditionnelle finalement et plutôt classique, mais avec une ambition qui porte le projet vraiment à une autre échelle, une autre envergure. Et elles, bon, c'est pareil, elles ont évidemment un peu pâti de la fermeture de leur lieu et elles proposent vraiment des trucs qui sont très très chouettes, enfin des ateliers super, ça donne envie. Donc Eugénia et Sarah. Top. Studio Primitif, je crois que j'avais Studio Primitif. Ouais, je crois qu'en effet, tu l'avais pas dit, mais on mettra toutes les infos de ces entrepreneurs. Merci beaucoup pour le partage et l'inspiration. Où est-ce qu'on peut te contacter pour les personnes qui aimeraient continuer à échanger avec toi ou prendre de l'information sur les premières Mais le site... Je partage. Ouais, le site évidemment et les réseaux sociaux. Le site des premières, on a un agenda sur le site avec toutes les réunions d'information. On en fait régulièrement, au moins 2 par mois. Les réseaux sociaux et puis normalement on est sur tous les salons création d'entreprise ou les salons de reconversion professionnelle des femmes, etc. Enfin, nous on est vraiment à l'interface. Normalement, on nous trouve quand on parle de création d'entreprise, quand on parle des femmes ou quand on parle d'innovation. Donc, on est assez facile à retrouver. Top. Et puis, j'avais oublié, moi, je voulais aussi donner une petite reco pour terminer le podcast. C'est un autre podcast, forcément. Je reste dans la thématique. C'est un podcast qui s'appelle Génération XX et qui est entièrement dédié aux femmes entrepreneurs et qui est brillamment animé par une personne qui s'appelle Siam Gibril. Donc voilà, petite mise en lumière de ce podcast qui est vraiment chouette. Allez écouter ça, il y a de tout type de projets et c'est très intéressant. Merci beaucoup Christine, je te remercie doublement parce qu'on avait déjà, il faut être honnête, essayé d'enregistrer avec quelques petits problèmes techniques, donc merci beaucoup de ta disponibilité. J'espère qu'on se recroisera très vite dans un événement et puis voilà, encore une fois merci. Eh ben, merci à toi Guillaume, à très très bientôt. C'est la fin de cet épisode, et si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres, c'est simple, on est dispo quasiment partout. Prenez soin de vous et à bientôt.